suis Yannick Morvan. Je voulais tout d'abord remercier au nom de tous les intervenants pour cette très très belle journée, l'association Argos et la Fondation Fondamentale. Les remercier de m'avoir invité à modérer au nom de l'Observatoire de la vie étudiante. Et vous dire aussi que je suis ravi qu'il y ait beaucoup de psychologues, puisque je suis moi-même universitaire et je forme des psychologues. Donc je suis ravi qu'il y ait beaucoup de psychologues, à l'exception du docteur Monchablon, mais qui est une très grande amie des psychologues. Donc c'est parfait. Quelques mots rapides. J'ai effectivement co-dirigé avec le docteur Urbain la thèse de Clotilde tout à l'heure. Effectivement, sur les questions de prévention, c'est des questions extrêmement importantes. Une des difficultés, c'est que, comme peut-être vous avez vu, il y a beaucoup de conférences TED, et notamment le docteur Insel, qui était l'ancien directeur du NIMH, disait que les grands progrès dans la médecine, c'était la capacité à intervenir tôt et détecter tôt. Et c'est vrai que c'est très difficile et très compliqué pour la psychiatrie, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne l'Observatoire de la vie étudiante, évidemment, on s'intéresse à la question des jeunes, à la question des étudiants et forcément à la question de détecter et dépister tôt, avec une difficulté qui est on parle beaucoup du mal-être étudiant, et on se donne aussi tous l'illusion de savoir ou de comprendre ce que c'est que le mal-être étudiant, alors que ça recouvre probablement des réalités bien plus complexes, de la même manière que peut-être on se donne aussi tous l'illusion de savoir de quoi on parle quand on parle de troubles bipolaires ou de schizophrénie ou de dépression, et que ça reflète peut-être des réalités beaucoup plus complexes sur le plan des mécanismes physiopathologiques, pour employer des mots compliqués, mais en tout cas des mécanismes qui président et qui expliquent la cause des troubles, qu'on ignore pour la plupart au jour d'aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Donc l'Observatoire se pose des questions effectivement d'identifier ces étudiants ou ces jeunes en souffrance, et se pose aussi une deuxième question qui est celle du recours aux soins forcément, et d'essayer là encore d'améliorer, d'identifier les potentiels recours qui, comme ça a été montré précédemment, le recours aux soins étant encore insuffisant dans la question des troubles psychiques, avec beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes de mise en réseau des différents intervenants. Voilà, je ne m'éterniserai pas plus et je vais tout de suite donner la parole au docteur Monchablon. Merci Yannick, je remercie l'association fondamentale, la fondation fondamentale pour leur invitation aujourd'hui, et puis je remercie aussi mon ami Yannick de me modérer aujourd'hui. J'en ai bien besoin. Alors, donc, je vous invite à rentrer dans le monde étudiant, et je vais balayer un petit peu large, mais comme la dépression représente vraiment la première problématique présente chez les étudiants, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet. La prévalence du mal-être étudiant, on est confronté à une insuffisance de données épidémiologiques, mais toutes les enquêtes confondues donnent quand même 20 à 25% de situations de détresse psychologique, avec une prévalence importante des états dépressifs et des troubles anxieux. Pour notre propre questionnaire que nous avons élaboré avec Yannick au SIUMS Paris-Descartes, pour lequel nous avions reçu 2500 retours, 10% d'états dépressifs caractérisés, 5% de risques suicidaires, 0,8% de symptômes maniaques et 27% de troubles anxieux, toutes pathologies anxieuses confondues. Cela vous donne voilà, une idée des difficultés que rencontrent ces jeunes. Le dépistage des troubles psychologiques émergents est étroitement lié, que ce soit d'ailleurs au lycée ou à l'université, à l'interférence entre le sujet et son environnement. Et le milieu universitaire est peu réactif par rapport à l'émergence de ces troubles. Le trouble psychologique et en particulier la dépression va passer au-dessous du radar de dépistage, et de fait, il va participer à la sélection naturelle de l'université. Nous avons constaté au fil des années, depuis 4 ans, que nous faisons passer ce questionnaire avec le soutien de l'Agence régionale de santé, une souffrance psychologique accrue liée à la modification des facteurs environnementaux et en particulier universitaires. Une croissance exponentielle des étudiants, une compétition interuniversitaire et internationale, un afflux croissant d'étudiants étrangers, 30% doctorats, et 25% grande école, et évidemment les problématiques psychologiques afférentes à la migration, une précarisation des débouchés professionnels et une professionnalisation de tous les cursus qui met beaucoup de pression, une augmentation importante des étudiants en situation de handicap psychique et de handicap, dont le nombre a triplé depuis 2005.
des difficultés psychologiques à toutes les étapes du parcours universitaire, à l'entrée à l'université, quant aux exigences d'adaptation, d'autonomie dans le travail, à la mi-parcours confronté au premier stage professionnel, chez les doctorants également et leur situation d'isolement, et enfin, bien évidemment, à l'insertion dans la vie professionnelle. Des facteurs de risque combinés, donc c'est l'accumulation des facteurs de stress qui va imprimer sa marque sur la fragilisation psychologique, une vulnérabilité individuelle qui est évidemment l'élément essentiel, des péripéties existentielles individuelles ou familiales, bien sûr, mais aussi des facteurs de stress environnementaux sur lesquels nous allons pouvoir travailler, notamment universitaires, la sélectivité, la dynamique de groupe entre étudiants, la relation maître-élève, et des facteurs sociaux, l'isolement qui est vraiment le premier problème, enfin je dirais le premier facteur dépressogène de ces jeunes, et la précarité économique. À titre d'exemple, une vulnérabilité accrue chez les étudiants en situation de mobilité qui cumulent plusieurs facteurs simultanément, et certains jeunes en cursus sélectif. Les incidences, ça sera donc soit une détresse psychologique réactionnelle, transitoire ou durable, avec une prévalence importante des troubles dépressifs et états anxieux. La question des addictions qui montent, notamment l'alcool et binge drinking en grande école. Des décompensations psychiatriques, puisqu'on l'a répété au décours de la journée, on est vraiment là dans l'âge cible des décompensations, des troubles bipolaires et schizophréniques, et une prévalence importante des troubles bipolaires chez les jeunes à haut potentiel. C'est mon expérience empirique en grande école et en classe prépa aux grandes écoles. Mais également d'autres troubles, je ne m'étends pas là-dessus. Le suicide, enfin, un cas particulier non réductible à la pathologie psychiatrique, mais qui a ses effets délétères parmi les pairs et les professionnels. Face à cette problématique des difficultés d'accès aux soins des étudiants, du fait de leur facteur âge d'abord, une méconnaissance, une banalisation, un déni, on en a parlé, je n'y reviens pas. Le facteur culturel qui est un élément absolument déterminant, merci à ma chère consoeur tout à l'heure d'y avoir fait référence, et qui est vraiment un élément franco-français, là pour le coup, la stigmatisation des troubles psy et surtout la stigmatisation de la psychologie et de la psychiatrie et la méconnaissance des dispositifs de soins et des leviers thérapeutiques. Moi, je m'occupe d'étudiants européens d'Europe du Nord. Ils n'ont aucun scrupule à venir me rencontrer à l'ESCP Europe où je travaille le jeudi soir. Voilà. Un facteur économique, enfin, le coût de la consultation libérale à Paris. Mais également des facteurs liés aux structures, il faut qu'on s'y intéresse, un nombre insuffisant de structures transversales dédiées aux étudiants, l'engorgement des bureaux d'aide psychologique universitaire dès le mois de novembre, pour 4 à 5 mois de délai d'attente, une absence d'accueil spécifique dans les structures de secteur qui ne sont pas au fond formatées pour accueillir ces jeunes qui ont des délais, des deadlines, des exigences compte tenu de leur cursus particulier. Et aussi, et enfin, hélas, un manque de lisibilité encore et un enclavement des services de médecine préventive universitaire qui ne sont pas suffisamment amarrés en réseau avec les structures de soins environnantes. Donc finalement, on souffre d'une grande inégalité d'accès aux soins pour ces jeunes en fonction de leurs données individuelles. Il y a également des enjeux pour les professionnels de l'université, c'est comme ça que nous les sollicitons, nous les psys, avec un impact de ces troubles sur toutes les performances. D'abord les performances académiques, en licence, les performances professionnelles, en stage et en insertion professionnelle. Et comme vous le savez peut-être, les universités sont évaluées sur ces deux critères, bien on a quand même quelques leviers pour mobiliser ces présidents d'université. Un impact des troubles psychologiques sur les transactions relationnelles, évidemment entre étudiants, bien sûr, tant au niveau de l'université qu'au niveau des résidences Crous, avec lesquelles nous allons travailler le mois prochain, mais aussi dans les relations maître-élève, avec un impact de ces troubles psychiatriques sur le bien-être des personnels et même la situation pédagogique, tout simplement, des menaces suicidaires, des situations de harcèlement en cours ou après les cours, et parfois des situations de dangerosité. Alors, pour conclure, que pourrions-nous améliorer à l'université? Améliorer, diversifier les actions de prévention et passer d'un modèle de prévention universelle à un modèle de prévention sélective. Et tout d'abord, mieux repérer, c'est-à-dire installer une vigilance accrue face à l'émergence des signes de détresse psychologique,
tant au niveau des étudiants eux-mêmes, grâce à des outils comme celui que nous avons monté avec Yannick, d'auto-questionnaire, lorsque les jeunes viennent à leur visite médicale ou viennent consulter pour un autre problème. Donc un dispositif de dépistage systématique, mais aussi des dispositifs un peu plus, je dirais, associatifs, comme la constitution de groupes d'étudiants relais. Mieux repérer, c'est aussi un gros travail auprès des professionnels. Je ne reprends pas tout ce qui a été dit sur l'idéologie de certains personnels de santé par rapport aux troubles psy et en particulier par rapport à la dépression, maladie de la volonté, maladie vie entière, maladie qu'on ne guérit pas. Je vous cite tous les clichés que j'ai entendus, même je dirais en service de santé, et former les missions handicap des universités. Je rappelle, ce sont souvent des personnels administratifs qui sont là et qui sont en première ligne de jeunes en situation de handicap. Mieux orienter, ça signifie quoi? Ça signifie préformater les filières de soins. Si on ne le fait pas, les jeunes n'arrivent pas aux soins. Et faire un maillage préalable du réseau sanitaire en fonction, non pas en fonction de l'âge, mais en fonction des troubles présentés, puisqu'à Paris, nous avons une chance folle d'avoir beaucoup de centres experts, beaucoup de filières de soins spécifiques. On n'en profite pas. Pourquoi? Parce que le jeune arrive de manière aléatoire sur un dispositif, il va y rester, il va être pris en charge ou pas d'ailleurs, mais ça ne correspond pas forcément à sa problématique. Et enfin, suivre la résolution de la situation qu'un jeune est adressé à une structure de soins. Il ne suffit pas de lui donner un numéro de téléphone et une adresse. Il faut aussi s'assurer qu'il est bien allé consulter, le revoir après et renforcer l'alliance thérapeutique, surtout pour ces pathologies bipolaires. On voit quand les jeunes sont en situation d'hypomanie, voilà, ils sont très bien. C'est déjà très, très compliqué de les persuader d'aller faire un petit bilan, mais il faut suivre cette affaire. Conseiller, soutenir les professionnels. Nous avons monté au sein de la Fondation un dispositif qui leur est dédié, qui s'appelle Philharmonie, qui est un dispositif téléphonique d'évaluation des situations problématiques pour les professionnels, avec des débriefings sur site d'ailleurs et des conseils. Pourquoi? Parce que ces professionnels de l'éducation nationale, ils hésitent entre soutien et sanction. Ça commence toujours par le soutien, ça finit par la sanction. Les jeunes sont éjectés de leur cadre d'enseignement sans démarrage des soins. Collaborer avec les parents si nécessaire et évidemment avec la médecin de famille, médecine générale. Pourquoi? Les parents ont été, c'est une vieille idéologie de l'université, ont été exclus des circuits de soins, des services de médecine préventive universitaire, mais aussi des BAPU, parce que les jeunes sont en situation d'autonomisation, ils sont considérés comme autonomes. En fait, ils ne le sont pas du tout, ni sur le plan affectif, ni sur le plan financier, ni sur aucun plan d'ailleurs. Et quand les jeunes présentent des compensations psychiatriques, il est évidemment très, très important de pouvoir faire cette connexion avec les parents. Enfin, une action de recherche qui nous semble très importante, qui est mieux circonscrire les facteurs de stress universitaires par des enquêtes épidémiologiques. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir pour une prévention sélective et identifier des sous-groupes à risque. J'en ai cité deux, par exemple, les étudiants en situation de mobilité et les étudiants en classe prépa aux grandes écoles ou en première année de médecine, enfin un cursus très sélectif, mais évidemment il y en a d'autres, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et enfin, dernier point pour conclure, sensibiliser les acteurs universitaires aux facteurs de risque universitaires environnementaux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont au levier des modifications de l'environnement universitaire. Et je dois quand même rendre hommage à notre ministre de l'Éducation nationale et aux travaux d'une commission interministérielle qui a eu lieu en 2016, ministère de la Santé et ministère de l'Éducation nationale, pour un projet d'amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale du territoire francilien, dont les résultats ont été rendus en septembre de l'année dernière. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique. On va appeler Samir Fellack, qui est psychologue et qui travaille au service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de Paris, et qui va nous parler un peu de son exercice au sein des médecines préventives universitaires au regard de ce que vient de nous dire Dominique Montchablon. Je remercie les organisateurs pour cette journée. Madame Montchablon, vous ne m'avez pas laissé beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est peut-être quelques différences. Mais je parlerai d'abord que les étudiants qui arrivent spontanément ou suite à la convocation médicale au service interuniversitaire de médecine préventive ont, pour la majorité, traversé les éclats de leur adolescence avec tout ce que nous connaissons des bouleversements et des fragilités pubertaires, tant sur le plan biologique, psychique et relationnel.
Toutefois, cette période de l'existence de certains étudiants marque une étape sensible du fait que ce qui devait être soldé dans l'adolescence, à savoir les liens à soi, les liens à soi, au corps et aux parents, aux autres, se trouve prolongé du fait de la situation économique et de la situation de souffrance psychique ou mentale. Si l'entrée dans la vie universitaire est une étape vers l'âge adulte, elle peut être aussi pour une minorité une étape d'entrée dans des troubles psychologiques graves tels que les dépressions, des troubles schizophréniques ou bipolaires, troubles de conduite addictive. C'est pourquoi nous devons nous doter de moyens pour assurer l'observance et l'évolution de ces étudiants. La santé des étudiants est une préoccupation constante des acteurs de l'université. Elle est globalement rassurante, semblable au bon état de santé de la population générale pour la même tranche d'âge. Mais elle montre aussi des espaces de souffrance ou des besoins auxquels il faut être particulièrement attentif. Être étudiant et jeune adulte autonome n'est en effet pas chose facile. La médecine préventive universitaire de Sorbonne Université regroupe 3 universités parisiennes, Paris 2 Panthéon-Assas pour le droit et l'économie, Paris 4 Paris Sorbonne Sciences humaines et Paris 6 Pierre et Marie Curie, donc pour les étudiants de sciences et médecine. La santé de ces 75 000 étudiants est confiée au service donc interuniversitaire de médecine préventive et de promotion à la santé qui se trouve au Cordelier dans Paris 6e. Un sondage récent datant de 2015 mené sous la direction de M. Luc Vétois, psychologue clinicien dans le service, et Mme Roideau, assistante sociale à Paris 4, publié dans la revue Santé scolaire et universitaire numéro 35. Cette étude avait comme objectif de recueillir auprès des étudiants des informations et des avis qui peuvent mettre en évidence des besoins qu'ils définissent eux-mêmes, donc les étudiants, cela afin de vérifier l'adéquation de l'offre des services de prévention universitaire avec leur attente en termes d'action et de prévention. Parmi les 3 thèmes ou idées qui ont été retenus ou qui se dégagent en matière de santé, des étudiants retiennent au premier plan l'aspect curatif, c'est-à-dire pouvoir consulter un médecin, acheter un médicament, être hospitalisé si besoin pour une maladie grave ou une maladie de longue durée. L'autre aspect qui a été retenu, c'est l'aspect et qui préoccupe l'étudiant, c'est le souci de soi par rapport au volet psy au sens général du terme, autrement dit bien-être, alimentation, sport et hygiène de vie. La prévention est une préoccupation et une des préoccupations de l'étudiant, car 33% de ces étudiants interrogés affirment que la médecine préventive a un rôle à jouer pour améliorer leurs conditions de vie universitaires. 41% répondent par peut-être et 15% par non. L'interprétation qui a été donnée aux 41% des peut-être montre bien la méconnaissance des étudiants globale autour du rôle de la médecine préventive universitaire, de ses missions, de ses actions et de ses prestations. Les principaux sujets d'intérêt que désignent les étudiants en matière de santé sont ceux qui font l'objet de campagnes de santé publique et d'actions de la médecine de prévention universitaire telles que la sexualité, sida, addiction, alcool, tabac, alimentation. Enfin, une place particulière est accordée aux aspects psychologiques sans lien avec les actions de santé publique telles que la dépression, le stress, le sommeil, sont aussi des items qui représentent le plus les préoccupations des étudiants de ces 3 universités. Je citerai une autre enquête nationale sur les conditions de vie des étudiants menée en 2016 sur 2 154 392 étudiants enquêtés. Selon cette enquête, si les étudiants s'estiment globalement en bonne santé, nombreux sont ceux qui déclarent éprouver des symptômes de fatigue ou de mal-être. Le stress est représenté chez 69% des étudiantes contre 49% des étudiants.
L'épuisement, 67% de filles, 53% pour les garçons. Le sommeil, 50% des filles, 40% pour les garçons. 37% des étudiantes et 27% des étudiants déclarent également s'être sentis déprimés la semaine précédant l'enquête. Toujours selon la même enquête, 30% des étudiants déclarent avoir déjà renoncé à voir un médecin, faute de moyens financiers. L'origine sociale et le facteur âge, 18% pour les 23-25 ans, sont des caractéristiques qui permettent d'expliquer le renoncement, et c'est pourquoi une convocation médicale est envoyée pendant les 3 premières années du début du cycle universitaire. C'est surtout la méconnaissance par les étudiants des dispositifs existants et gratuits pour les plus démunis d'accès aux soins qui est inquiétante à l'heure où l'information est censée circuler à la vitesse de la lumière. Les étudiants étrangers se déclarent eux aussi un peu moins souvent en bonne ou très bonne santé par rapport à leurs pairs. Le SUMS est rattaché à la direction de la vie étudiante de l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie. Le personnel et les cliniciens du SUMS, Sorbonne Université, conservent une volonté d'être à l'écoute de tous les étudiants et des personnels et des enseignants de Sorbonne Université. Notre objectif est de permettre aux étudiants présentant des difficultés de santé à bénéficier d'une prise en charge médicale, psychologique ou sociale adaptée afin de poursuivre et de réussir leur formation universitaire. L'ensemble des étudiants bénéficient également des services du SUMS pour leur faciliter l'accès aux soins et pour être sensibilisés aux actions de prévention et de promotion de la santé. Cette mission s'inscrit dans un travail d'équipe avec de nombreux acteurs et correspondants de la vie universitaire des établissements de Sorbonne Université. Malgré ces missions premières de prévention dont se dote le SUMS, les demandes des étudiants, des professionnels de vie universitaire et de corps enseignants sont de plus en plus complexes et nombreuses en matière de santé psychologique et mentale. Une des obsessions du SUMS est la prévention du suicide. On sait que 6,5% des tentatives de suicide chez les jeunes de 15 à 25 ans sur la France, soit 5000 tentatives de suicide dans nos 3 universités. En 2005, il y a eu une mise en place d'un groupe de prévention suicide avec Suicide Écoute, le CPOA, donc le Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du Centre hospitalier Sainte-Anne, Fil Santé Jeunes, l'association Phare Enfants, Parents, l'Émergence. Outre les actions de prévention sur site et la distribution d'une carte recensant les numéros d'appel, le SUMS a mis en place un réseau de détection des étudiants en souffrance psychologique. Ce réseau se réunit régulièrement, doté de personnels médicaux, sociaux des universités, infirmières, assistantes sociales, personnel des services handicap, personnel des services des sports, de la scolarité et des centres d'information et d'orientation et de l'accueil des étudiants étrangers. Les étudiants relais du SUMS, ce sont des étudiants pilotes élus des 3 universités responsables de prévention des associations étudiantes et du bureau des étudiants. Il y a aussi des correspondants enseignants, des doctorants amenés à dispenser des cours en licence. Ce réseau est d'une grande efficacité. Il permet aux cliniciens du SUMS d'entrer très rapidement en contact avec des étudiants en souffrance psychologique ou présentant des troubles psychiatriques pour essayer de leur apporter une réponse clinique adaptée et rapide. Le SUMS est aussi membre fondateur en février 2007 de Respect, dont Mme Anchablan est la trésorière, je crois. Non. Le bureau. Le réseau donc, de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants. Ce réseau donc, rassemble les BAPUS, qu'on appelle les bureaux universitaires d'aide psychologique, et l'hôpital, donc je l'ai cité, non, le CPE ne fait pas partie, l'hôpital Cochin, le centre d'enseignement de recherche de l'hôpital Paul Brousse. Ce réseau a pour objet de faciliter la prise en charge d'étudiants présentant des difficultés psychologiques et de pathologies psychiatriques, de créer un lieu d'échange de pratiques entre les différents professionnels de la santé universitaire, d'organiser des études, colloques et séminaires autour de la question du handicap d'origine psy. Le premier colloque de Respect a été organisé le vendredi 21 octobre 2011
sur le thème paradoxe et réussite. Depuis la création de ce réseau, la prise en charge des étudiants de l'UPMC, puis ceux de Sorbonne Université en souffrance psychologique ou présentant des troubles psychiatriques s'est améliorée grâce aux liens créés entre partenaires, les rendez-vous en psychiatrie et les hospitalisations sont facilitées, les délais d'attente pour les prises en charge se sont réduits. En 2016, une dizaine d'étudiants présentant une symptomatologie psychopathologique sévère, bouffée délirante, tentative de suicide, a été hospitalisée dans les délais les plus courts grâce à une convention signée entre le SUMS et le CPOA, le Centre de psychiatrie d'orientation et d'accueil du Centre hospitalier Sainte-Anne. Sans vouloir acquérir le statut de centre de soins, le SUMS, Sorbonne Université, en prend pourtant le chemin. Des thérapies sont de plus en plus menées par les 9 psychologues, tous à temps partiel. Des vaccinations, des prescriptions médicales de dépannage en médecine générale et consultations spécialisées sont menées par 11 médecins. Des examens gynécologiques, pose de stérilet, d'implants contraceptifs, contraception d'urgence sont assurés par une sage-femme. Enfin, les suivis pour les étudiants en grande difficulté psychologiques ou mentales sont assurés par une psychiatre. Tous les intervenants sont à temps partiel. Les accueils physiques et téléphoniques sont aussi assurés en binôme par les médecins et par un psy. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Samir. On va tout de suite passer la parole à Aude Caria, qui va nous parler du kit pédagogique La tête dans les nuages, même si elle pourrait beaucoup nous parler de la stigmatisation et des représentations sur la santé mentale, avec un très beau papier, je crois, dans l'adresse, si je me souviens bien, recherche et études sur la stigmatisation. Voilà. En tout cas, elle va nous parler aujourd'hui d'un kit pédagogique. C'est à Aude. J'appelle tout de suite Violette Vinoy et Perrine Curvel qui vont nous parler d'un outil également de déstigmatisation et de prévention dans les lycées. On est très heureuse d'être là. On arrive de Marseille, de service de psychiatrie. Donc merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc on va vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis environ 2 ans, qui est un projet en effet de prévention et de déstigmatisation destiné tout particulièrement aux lycéens. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait rappeler un peu le contexte en fait, dans lequel ce projet a émergé. Ce projet, il est né de 3 constats dans notre pratique quotidienne. Alors, le premier constat, on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui, c'est un fait, la grande majorité des troubles psychiques apparaissent entre 15 et 25 ans. Donc, les jeunes adultes, les adolescents sont tout particulièrement concernés par les questions de santé mentale et de troubles psychiques. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième, c'est qu'il existe, et on en a aussi entendu parler pas mal cet après-midi, un dramatique retard dans les diagnostics, voire une errance diagnostique, puisqu'on sait qu'il faut environ 10 ans en moyenne pour obtenir un diagnostic précis et donc des soins adaptés. Et on sait que le fait de recevoir des soins adaptés quand on est en souffrance psychique, c'est extrêmement important et que ça peut avoir un impact important sur le devenir des personnes et la qualité de leur vie. Le troisième constat, c'est celui de la stigmatisation dont on a un peu parlé aussi, la terrible stigmatisation de la psychiatrie en général, des maladies mentales, ce qui constitue également un frein à l'accès aux soins, puisque c'est très compliqué pour des jeunes qui vont mal de se dire qu'ils vont avoir recours à la psychiatrie ou même quand ils reçoivent un diagnostic, d'accepter ce diagnostic, d'accepter le nom d'une maladie mentale, parce que c'est aussi accepter toutes les idées reçues, les idées fausses qui sont adossées à ces troubles-là. Donc voilà, face à ces constats-là, on a beaucoup réfléchi dans notre service et on a décidé d'essayer de passer à l'action et de construire un peu les choses. Et donc, est née cette idée d'aller parler aux lycéens, d'aller en effet placer les questions de santé mentale du côté de l'éducation. Donc, on s'est dit que c'était important d'aller dans les lycées, nous, soignants, mais aussi accompagnés de médiateurs de santé pairs, donc des personnes qui vivent avec une maladie mentale
et qui sont rétablis. Donc notre idée, c'était d'aller parler aux lycéens pour changer le regard sur les maladies avec 3 objectifs. Donc l'objectif de promotion de la santé mentale, c'est-à-dire leur donner des informations sur comment repérer les premiers signes, comment agir, toutes les aides qui peuvent exister pour aller mieux. Un deuxième objectif qui est un objectif de déstigmatisation de la psychiatrie, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette idée de pouvoir changer un peu les regards sur les maladies mentales. Et un troisième objectif qui est la mise en évidence des réseaux de soins, puisqu'on sait que c'est très compliqué quand même de se reconnaître dans le méandre des soins qui existent, des différentes formes de thérapie. C'est assez complexe. Donc l'idée, c'était aussi de donner une information plus claire et limpide autour de tout ça. Donc on a réfléchi à ces interventions et assez vite, on est parti sur l'idée de créer un outil multimédia qui puisse étayer un peu nos interventions. Et voilà. C'est de ça qu'on va vous parler plus particulièrement aujourd'hui, puisque donc on a créé un groupe de travail depuis 2 ans. Donc, un groupe de travail, c'était important pour nous de croiser les regards et donc d'être vraiment dans quelque chose de collectif et participatif. Donc, on a rassemblé des psychologues, on les représente aujourd'hui, des jeunes usagers de la psychiatrie et des professionnels de l'audiovisuel, donc un réalisateur, un ingénieur du son et un graphiste web designer. Donc on s'est réunis beaucoup, on a beaucoup travaillé, on s'est vu quand même une demi-journée par semaine pendant plus de 6 mois pour réfléchir à quelle forme allait avoir ce contenu, qu'est-ce qu'on voulait dire exactement. Et voilà, les questions qu'on posait notamment aux jeunes usagers, c'était qu'est-ce qu'eux auraient aimé entendre quand ils étaient au lycée, qu'est-ce qui les aurait aidés, qu'est-ce qu'ils auraient aimé recevoir comme information et sous quelle forme. Donc assez vite est venue l'idée de réaliser un web documentaire, donc une forme de documentaire un peu particulière puisqu'elle est, comme son nom l'indique, sur le web, donc en ligne, sur Internet. Et c'est un outil qui est attractif puisqu'il a la particularité d'être interactif, c'est-à-dire qu'on peut naviguer à l'intérieur, choisir selon nos centres d'intérêt vers quoi on va se diriger dans le film. Donc ça, c'était quelque chose d'important et ça nous permet de multiplier les supports d'information, c'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des vidéos, des témoignages, mais aussi des textes, de la musique, des films d'animation, etc. Voilà, donc je vais passer la parole à Violette pour continuer la présentation. Merci. Alors, je vais passer vraiment dans la structure et le contenu de ce web documentaire, comment on l'a co-construit, comme on vous l'a dit, on l'a construit avec des jeunes usagers de la psychiatrie. Par rapport à notre premier objectif de prévention en santé mentale, il y a quelque chose qui est tout de suite apparu, c'est qu'on allait s'adresser à des jeunes. Donc on ne voulait pas parler de maladie, on ne voulait pas parler de diagnostic, on ne voulait pas parler de troubles. On parle du coup des prodromes, c'est-à-dire on a vu avec les jeunes usagers avec qui on a travaillé, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qui est arrivé pour eux, qu'est-ce qui leur est arrivé avant l'arrivée franche des symptômes. Et donc, on a créé une liste assez longue de prodromes, donc de premiers signes, de petites choses qui commençaient à pas aller dès l'adolescence. Et ces prodromes-là, on les a catégorisés ensuite en 4 familles. Voilà, une famille où c'est des prodromes sur l'humeur, d'autres sur l'angoisse, la deuxième famille, pour la 3e sur les addictions et pour les 4e prodromes sur un sentiment de persécution, une perte de contact avec la réalité. Voilà, donc le web documentaire est structuré comme ça avec ces 4 familles-là qu'on va pouvoir aller explorer. Concernant l'objectif de déstigmatisation, c'est quelque chose vraiment là qui nous tenait à cœur. On a décidé de faire le portrait positif du coup de personnes rétablies, c'est-à-dire de personnes ou vivant ou ayant vécu avec une maladie mentale et qui ont une vie riche, satisfaisante, qui ont une bonne qualité de vie, qui ont une bonne estime de soi. Enfin, voilà, c'était pour faire un pendant au portrait qu'on nous brosse normalement, notamment dans les médias, sur la maladie mentale, où c'est tout le temps des gens dans l'errance, qui vont pas bien, qui sont hospitalisés. Voilà, l'idée, c'était de dire on peut avoir une maladie mentale et vivre bien. Voilà, on peut avoir un problème de santé mentale et être en bonne santé, en gros. Voilà. Donc,
Ouais, on va regarder. Voilà par exemple la page addiction, qui sera... c'est une des familles que je vous ai dit de Prodrome. Pour cette page addiction, l'idée vraiment pour chacune des pages, pour chacune des familles de Prodrome, c'était de croiser les regards. Donc là, pour cette partie addiction, on a Yves témoigne. Donc c'est un jeune usager qui témoigne sur, pour lui, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les premiers signes, qu'est-ce qu'il a aidé, qu'est-ce qu'il n'a pas aidé, qu'ont fait ses parents. Voilà, on est vraiment dans un témoignage de prodrome de troubles addictifs. On a un proche témoigne, parce que pour le coup, alors la famille est toujours à accueillir dans le soin, mais encore plus quand on parle chez les adolescents. Donc voilà, comment a réagi la famille? C'est pas forcément la famille d'Yves d'ailleurs, hein. C'est un proche de quelqu'un qui souffre d'addiction. On a Atelier fiction, ça c'est un film qui a été fait donc en atelier. Voilà, un film de fiction sur les addictions. Une définition animée, parce que pour parler d'addiction, il faut définir ce que c'est quand même. Donc là, on répond à la question qu'est-ce que c'est quoi l'addiction? Donc on vous montrera un petit extrait tout à l'heure. Et l'avis du professionnel, c'est important aussi. Donc là, c'est le professeur Lançon qui nous parle des addictions. On aura aussi un extrait. Et le 1 en quelques mots. Donc ça, c'est du texte, quoi. Sur les addictions, encore une fois, qu'est-ce que c'est, pour reprendre un petit peu, mais aussi que faire. Là, on répond à l'objectif de mise en évidence des réseaux de soins. Quelles sont les différentes thérapies, quels sont les lieux de soins, qu'est-ce qu'on peut nous proposer. Voilà, donc pour chacune des 4 familles, donc addiction, angoisse, humeur et sentiment de persécution, on aura cette page-là, et donc les jeunes pourront naviguer et aller interroger ce qui les intéresse. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le graphisme. Donc ça, portrait d'Antoine, c'est une ébauche de visuel. Antoine, c'est un jeune homme qui est suivi dans le service et qui a témoigné, dont on a fait le portrait, concernant le sentiment de persécution. Donc voilà. Donc une fois qu'on aura cliqué, on tombera sur ça. Alors, un premier extrait, donc extrait d'interview du professeur Lançon dans la famille addiction. La raison principale qui fait que les adolescents, les jeunes adultes ne viennent pas consulter, c'est qu'ils ne pensent pas que les addictions sont des maladies. Ils identifient très mal les problèmes qu'ils ont avec les addictions. L'image la plus générale, c'est « je ne suis pas addict, je ne suis pas un poivreau, je ne suis pas un toxico », c'est les images dans la société, donc il est tout à fait justifié de ne pas se plier à ces images. Voilà, donc c'est un petit extrait d'interview. L'interview, elle dure un peu plus de 10 minutes, je crois, au final. Ce qu'on a demandé aux professionnels de santé, comme vous le voyez, c'est de ne pas oublier qu'il s'adressait à des jeunes, quoi. Donc l'idée, c'était aussi de vulgariser le discours, de ne pas être dans un discours scientifique et de répondre à la question c'est quoi et que faire. Voilà. Et pourquoi, là, il répondait à pourquoi les gens ne viennent pas trop en consulte. Un autre extrait, alors ça, Loulubi, c'est un extrait de la première, l'autre catégorie, la catégorie « Ils sont passés par là », c'est-à-dire les témoignages, les portraits positifs de personnes rétablies. Donc des personnes vivant avec une maladie mentale et pouvant en parler, vivant bien et exposant leur situation. Loulubi, c'est une auteure de BD, de bande dessinée parisienne. Elle a écrit un livre génial qui s'appelle « Goût pile ou face » sur la cyclothymie. Voilà, et on a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Donc c'est un extrait du portrait de Lou. Quand on se demande si on a quelque chose, la première chose que je vous conseillerais, c'est de vous croire. Parce que vous aurez toujours des gens, des fois dans un entourage très proche, qui diront que non, t'as pas de raison d'aller mal. Tu t'écoutes pleurer, regarde tout ce que tu as, mais t'as aucune raison d'être malheureux, et c'est dans ta tête. Et effectivement, oui, c'est dans nos têtes, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc déjà, si on ressent les choses et que ça nous pose un problème, que ça handicape quelque part dans la vie, faut quand même se dire que ça existe et se demander est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas. Voilà, pour Lou. Et dernier extrait, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans chacune des familles, on doit quand même définir aussi ce dont on parle, parce que c'est pas clair tout ça, la déprime, l'angoisse, voilà. Donc l'idée, c'était de proposer une définition aux jeunes. On y va. Enfin, je sais pas si ça marche.
Elle perturbe alors ma vie quotidienne et m'empêche à chaque instant de prendre du plaisir. Et dis donc, bonhomme, t'as vu l'heure? Cette tristesse pathologique, quand elle dure longtemps, entraîne des modifications dans mon cerveau au niveau du mécanisme du plaisir. Voilà, ce sont des petits extraits, donc à chaque fois ça dure un peu plus longtemps. Voilà, c'est intéressant vraiment de croiser les regards. Tout a été fait en atelier, les tournages, etc. C'était toujours voilà, ce psychologue, professionnel de l'audiovisuel et les usagers voilà, qui ont pu en même temps se former à certaines techniques, à la prise de son. Voilà. Et pour terminer, déjà on est soutenu par la Fondation Fondamentale pour ce projet, on les remercie sincèrement. On est aussi soutenu par la Fondation de France, Malakoff Médéric et AG2R. Il nous manquait un tout petit peu de sous à la fin, donc on a monté une campagne de financement participatif sur Ulule. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner 5, 10, 15 euros pour soutenir ce projet, pour pouvoir payer notamment certains des usagers qui ont fait de la musique, qui ont fait... Enfin, voilà. Donc il est encore en ligne sur Ulule. Et voilà. Et il y aura une avant-première à Marseille au mois de mai ou juin. Voilà, et on espère qu'il y aura du monde. Et après viendra la deuxième partie du projet où on ira présenter le webdoc dans les lycées directement, naviguer dedans avec les ados et voilà, essayer de déstigmatiser et de parler de santé mentale de manière positive. Merci. Alors, je vous remercie d'être venus aujourd'hui là pour ce grand brainstorming, puisque, comme on l'a vu, le problème qui est apparu, c'est comment parler de la bipolarité aux jeunes, hein, bien sûr. Alors, c'est pour ça que notre agence de publicité et de communication aujourd'hui, qui essaye de faire bouger les lignes, voilà, nous avons ici nos 2 consultants préférés, et ici la salle est pleine de consultants, donc nous allons tous ensemble faire un petit brainstorming sur comment on pourrait, d'une certaine manière, rendre le sujet glamour. C'est vrai qu'ils ont quand même réussi avec d'autres maladies à rendre glamour. Hein. Il y a des bons exemples. Hein. Le cancer, trop glamour, le cancer. Bah oui, bien sûr. Je veux dire, la myopathie. La myopathie, tout ça. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à parler. Faut cogiter, quoi, c'est tout. Bah oui. Les addictions, c'est glamour. Regarde à Hollywood, tout le monde a une addiction. C'est moderne. Oui, les addictions, tout ça. C'est hyper hypo, quoi. Ouais, c'est vraiment hyper hyper. Alors, je compte sur vous, je compte sur vos neurones hyper réactifs. Est-ce que quelqu'un a une proposition d'axe? Ouais, je pense qu'on devrait partir sur hypothymique, c'est so chic. Hypothymique, c'est chaud chic. Il y a une piste, il y a une piste. Je vois une main qui se lève là-bas, non? Non. Et là, je vois une main qui se lève, non? Non, mais attendez, il y a combien de jeunes là dans la salle? Je veux dire, s'ils sont 2, c'est pas la peine. Vous pouvez lever la main, les jeunes. Levez la main, les jeunes, ok. On l'a bien dit tout à l'heure, jeune, c'est dans la tête. Quand même, d'accord. On veut bien que jeune, ce soit dans la tête, mais on n'a jamais que l'âge de ses artères. Je vois une main qui se lève là-bas, monsieur. Vous n'êtes pas jeune, mais vous avez des idées, vous avez au moins certainement, l'expérience. Vous avez un cerveau, mais ça, je n'en doute pas. Alors, justement, je ne sais pas comment on pourrait partir. Généralement, on peut partir sur un brainstorming avec des mots. Ouais, sinon, moi, je suis venu avec de la matière, en fait. Très bien. J'ai fait des petits films. Je peux te montrer un extrait, si tu veux. Très bien, clac. Bonjour, je m'appelle... Bon, c'est un extrait, hein, c'est hyper court, hein, mais ça donne une idée, quoi. Enfin, c'est pas mal, t'as pas un autre extrait, mais plutôt si, avec un médecin, par exemple? Ouais, j'en ai un autre avec un médecin. Bonjour, je suis le professeur... Ouais, c'est pareil, c'est court, mais bon... ça donne une idée quand même, ça donne une idée. Moi, je trouve que c'est un bon acte. Quand c'est court, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors après, il y avait une autre piste que j'ai entendue tout à l'heure, mais effectivement, ça a déjà été utilisé, c'était attentif ensemble. Ouais. Est-ce que vous êtes tout attentifs, là?
Je sens une petite baisse d'attention, mais bien normale, car on est au milieu de l'après-midi. Moi, Alors, je dirais, à la limite, on pourrait partir sur un truc à la James Brown, tu vois. Stay on the scene like the sex machine. Je dirais stay on the scene like the discream machine. Ah, c'est pas mal, Ouais, pas c'est mal. vachement... C'est hyper hippo aussi, je trouve. C'est hyper hippo. On pourrait partir sur les axes humeur, addiction, angoisse, sentiment de persécution. Alors après, évidemment, pour rendre ça glamour, je compte sur vous. Ouais, c'est peut-être pas... Ouais, c'est peut-être Moi, pas j'avais non un plus, truc aussi, je sais pas, tu vois, genre... une phrase d'accroche genre « Oh Chantal, oh oui Chantal, c'est pas parce que t'as un problème de santé mentale qu'entre nous, c'est pas sentimental. » Tu vois, un truc comme ça, quoi, je sais pas. Moi, j'aime assez. Moi, j'avais autre chose. Ouais. J'avais fragilité pubertaire, sois pas vénère, t'es peut-être bipolaire. Ah Pas ouais, c'est mal, hyper non hippo, plus. ça, carrément. Glamour. Ouais, carrément. Sinon, bon, on pourrait aussi, justement, on en parlait tout à l'heure, partir sur la piste des MG, hein, des médecins généralistes. Ouais. Avec, par exemple, on en parlait aussi tout à l'heure, le patient arrive, première question du médecin généraliste, c'est quoi votre thème astral? ça, c'est pas mal. Sagittaire, bipolaire, non. Cancer, bipolaire. Cancer, bipolaire Ouais. aussi, je sais Après, pas. pour les autres signes, bon. Voilà. En même temps, je me dis, ce qui serait peut-être pas bête pour en savoir plus, ce serait d'aller aux journées sur la bipolarité qui est à la Villette, là. Carrément, la bonne idée. Ça, Non, c'est mais attends, c'est pas fini, on peut 2017. peut-être... attends, carrément, mais top. carrément, on y va. C'est Mais cool. on y Attendez, va. je récupère mon chien. Ouais. Vous n'avez pas vu mon chien? Mais, C'était un petit chien. Non, mais ça, C'est dans ta tête, ton c'est chien. dans c'est- ta tête, ton chien. Bah, il existe quand même, si c'est dans ma tête.